Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette deuxième soirée dans ce cycle, le premier des grandes conférences de la cathédrale de Tournai, proposé dans le cadre du temps du carême, un temps traditionnellement propice aux activités de ressourcement intellectuel, spirituel et culturel. Sous l'impulsion de notre évêque et avec son soutien, nous avons donc élaboré un programme diversifié, conférences, cinéma, concerts, qui se succéderont ainsi dans notre cathédrale. La crise sanitaire et après, regard croisé, tourné vers l'avenir. Tel est le titre qu'avec Monseigneur Harpigny nous avons donné à ce cycle de 3 soirées. La semaine dernière, nous avons accueilli le professeur Dominique Jacquemin, éthicien à l'UC Louvain, qui terminait son exposé avec ces mots « Le moment historique extrêmement grave que nous traversons est lourd de défis. Ces défis sont d'ordre divers. Nous avons déjà pu nous en rendre compte et pourraient donner à penser que là où nous sommes et à titre individuel, nous pouvons bien peu de choses. C'est une appréciation que je voudrais nuancer ici. En effet, disait-il, je pense qu'il est possible à chaque homme, à chaque femme, d'ouvrir ce que j'appellerais un espace d'intériorité pour faire le point sur sa propre vie, sa manière d'habiter le monde et d'être en lien avec autrui. Être en capacité de penser ce qui est important pour nous et pourquoi. C'est sans aucun doute un des objectifs de cette seconde soirée et de la troisième, la semaine prochaine, au cours de laquelle nous accueillerons le primat de Belgique, le cardinal Joseph de Kessel. Mais aujourd'hui, nous avons souhaité donner la parole à la vie la plus concrète, à travers 2 voix, 2 témoins. En effet, s'il y a bien 2 mondes qui ont été particulièrement impactés par la crise sanitaire, et de façon peut-être assez opposée, ce sont les mondes du monde médical et le monde artistique. Le monde médical qui a été soumis à une pression intense dans la gestion de cette crise, aussi bien quant à la quantité de soins à apporter, à la dangerosité de ceux-ci et à la nouveauté de cette crise sanitaire causée par un virus qu'il s'agissait d'abord, je pense, de comprendre. Un monde médical également soumis aux limites du système de soins de santé de notre pays, sans doute parmi les plus performants quand on compare avec d'autres continents, mais qui fut à plusieurs reprises à la limite de pouvoir assurer ce qu'il devait assurer. Un monde médical qui concrètement est composé de milliers de médecins, d'infirmiers, d'aides-soignants, de membres du personnel d'entretien administratif, des milliers de personnes qui furent parfois aussi, humainement, à la limite de craquer. Si le monde médical a été ainsi pressé de toutes parts par les millions de malades qu'il fallait accueillir, le monde culturel, quant à lui, était soumis à une pression tout aussi intense, mais par le silence qu'on lui a imposé. Le monde culturel et les artistes qui le composent, mais également le personnel technique dans toutes ses composantes, qui est habituellement un monde qui donne de la voix, que ce soit à travers une pièce de théâtre, un concert ou même une exposition ou toute autre manifestation, a été réduit à se taire, c'est-à-dire à ne plus réaliser ce pourquoi ceux qui ont choisi cette carrière existent. Se taire, ne plus être, car finalement, enlever un public à un comédien, c'est un peu le priver d'une part de lui-même. Mais nous y reviendrons un peu plus tard dans la soirée. Pour commencer, honneur aux dames, nous allons laisser la place au docteur Florence Huth, notre premier témoin de l'univers médical. Le docteur Huth, j'espère ne pas me tromper, est chirurgienne, un art que l'on exerce au sein d'un hôpital, et les hôpitaux, elle les connaît bien, pour être passée, d'après ce que j'ai pu lire, par toutes les étapes,
assistante en chirurgie, puis titulaire, avant d'être appelée à diriger tout un quartier opératoire, tout un pôle médico-technique. Vous avez été médecin-chef à l'hôpital Bruckmann à partir de 2010, pour finalement arriver dans notre ville de Tournai, où en 2018, vous a été confié la direction médicale du centre hospitalier de Wallonie-Picarde, notre Choipi, comme nous l'appelons habituellement. Cet immense complexe, lui aussi en pleine transformation, dans lequel nous sommes tous et toutes sans doute entrés un jour. Au moment de votre nomination à Tournai, on pouvait lire dans la presse, doté d'un brillant parcours formatif national et international, ainsi que d'une riche expérience professionnelle de management et de gestion hospitalière, le Dr Huth possède toutes les qualités pour relever les enjeux du Choipi et du secteur hospitalier. Cette riche expérience, sans doute, vous a été d'une grande utilité pour garder le cap dans le navire Choipi, ballotté sur les flots houleux et imprévisibles de la tempête Covid. Nous allons donc maintenant écouter votre premier regard. À l'issue de cette première prise de parole, comme la semaine dernière, un bref échange de quelques questions-réponses sera possible, et puis je reviendrai pour présenter notre second intervenant. Monseigneur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, c'est pour moi assez inédit de prendre la parole pour une conférence dans une église. J'ai plutôt une grande expérience de l'enseignement auprès des étudiants, puisque j'enseigne aussi la relation médecin-patient. Dieu sait si c'est important à l'université, et je donne en effet, je dirige un programme de management, donc j'ai assez bien l'habitude de parler, mais pas à ce type de public. Je voulais remercier l'idée de faire parler les gens du Choipi et de l'hôpital, parce que pour nous, évidemment, c'est très important de rencontrer les Tournaisiens. On fait partie de votre quotidien, de la vie. Il faut savoir que 86% des Tournaisiens qui sont hospitalisés le sont au Choipi. Et on a peut-être la vanité de croire que les 14% autres sont des gens qui sont soignés pour des maladies qu'on ne soigne pas au Choipi. Vous savez qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque, on ne fait pas de greffe d'organes, donc peut-être qu'évidemment il y a une série de Tournaisiens qui doivent aller dans d'autres hôpitaux parce qu'on n'a pas tous les programmes de soins. Donc c'est un plaisir pour moi de venir à votre rencontre ce soir et d'essayer de partager avec vous l'expérience de cette crise. La demande était assez claire sur un peu reprendre et vous expliquer un peu quelle a été notre réalité depuis ces 2 dernières années. Il m'a été aussi demandé de partager avec vous un peu mon regard et comment ça s'est passé dans ma qualité de directrice médicale. Comme il a été dit, j'ai toujours une pratique clinique, donc je suis aussi médecin encore et je soigne des patients. Donc quand on est médecin et qu'il y a une telle crise, il y a aussi des choses qui changent, des choses différentes. Je les partagerai avec vous. Et on m'a demandé aussi un regard plus intime sur finalement comment je l'ai vécu moi en tant que personne et en tant que femme. Et on s'appuiera aussi sur 2-3 éléments que je pense sont importants pour vous, comme l'humanité, la solidarité et aussi un peu la place que prend pour nous, les soignants, aussi le monde de la culture et la culture. Donc le titre, pas de fantaisie, c'est, je vais essayer de partager avec vous la crise sanitaire et après, nos regards croisés tournés vers l'avenir. Donc en fait le Covid, tout le monde sait, il y a 5 vagues, mais ça m'a pris un peu de temps pour retourner un peu, parce qu'en fait depuis 2 ans, ça ne s'est jamais vraiment arrêté.
Et donc on oublie après le temps finalement combien de temps dure et ce qui s'est passé. Et finalement ça c'était la première, c'était la deuxième vague. Et donc j'ai fait le choix en tout cas de ne pas vous abreuver, mais quand même de revenir sur chacune des vagues. Parce qu'en fait les 5 vagues ont été vraiment différentes pour la population, pour les gens qui ont été malades, mais aussi pour nous les soignants, on les a vécus différemment. Et donc je voulais un peu revenir sous forme un peu d'une synthèse. Et donc la première vague, elle a duré de mars il y a 2 ans, 2020, jusqu'en juin. Clairement, on y reviendra, c'était la vague de la pénurie. On cherchait tout, des masques, des protections, des médicaments. On avait un besoin de dispositifs qu'on n'avait pas. Et donc, c'est une vague de pénurie où on a passé beaucoup de temps à chercher des choses. La deuxième vague qui est survenue en octobre 2020, rappelez-vous, la vaccination n'avait pas encore commencé. Et elle a duré jusqu'en janvier et ça a été vraiment une vague d'explosion. On y reviendra aussi. On a eu jusque 155 patients simultanément hospitalisés au Choipi, c'est énorme. Hein. On a été jusqu'à 7 unités de soins dédiées au Choipi, dédiées au Covid, et donc ça a un impact sur l'organisation et sur la manière dont les soins sont délivrés. La troisième vague, on pensait y échapper puisqu'elle a commencé après la vaccination, donc on pensait que la vaccination nous épargnerait, et ça c'était une vague essentiellement de jeunes patients qui n'étaient pas vaccinés. Et c'est un an plus tard, de mars à avril 2021, vous voyez qu'elle a déjà été plus courte que la première vague. C'est aussi la caractéristique des 2 dernières vagues, c'est qu'elles sont plus courtes. Et la 5e vague, on y est encore, on est en train de la terminer. C'est une vague de contagion très importante, c'est la vague de l'Omicron. Alors, revenons à la première vague. Comme je vous l'ai dit, c'est une vague de la pénurie. La première information officielle que nous avons reçue, c'était le 26 janvier. On a reçu une circulaire du service public fédéral santé publique qui nous disait, voilà, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a une épidémie qui s'est déclarée en Chine. Et donc, si vous avez des patients suspects ou positifs pour le Covid, vous devez l'isoler immédiatement et vous devez le transférer. Donc, les premiers patients positifs en Belgique, rappelez-vous, ils ont été hospitalisés à l'hôpital militaire, ils ne restaient pas à l'hôpital. Donc ça, c'est la toute première information officielle qu'on a reçue, c'est le 26 janvier. Vous allez voir que le délai est quand même assez court entre cette première information et le développement de l'épidémie en Belgique. Donc ça c'était le 26 janvier, donc vous voyez un mois plus tard, le 28 février, bon, nous on a des équipes d'hygiène, des médecins infectiologues et tout ça qui sont quand même en connexion avec ce qui se passe ailleurs, et donc entre ce moment de janvier et fin février, on discute avec nos experts à nous, hein. En Belgique, tout le monde est expert, mais il y en a qui sont plus experts que d'autres. Et donc, ils nous disent que, comme c'est une maladie contagieuse, ce qu'il faut, c'est séparer les patients le plus vite possible. Et donc, le 28 février, au Choipi, on ouvre ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle encore aujourd'hui le PMD, c'est un poste médical de dépistage, c'est-à-dire qu'on instaure un tri, et tous les patients suspects de Covid sont orientés dans ce poste médical de dépistage où les équipes sont séparées, les trajets. Bon, on organise même ce poste de dépistage dans un autre bâtiment, puisqu'à ce moment-là, on avait encore la chance d'avoir des bâtiments qui, entre-temps, ont été détruits. Et cette organisation, on l'ouvre donc le 28 février. Le 13 mars, donc on est 2 semaines plus tard, on en est déjà à 35 passages par jour de patients suspects. Et le lendemain, le gouvernement, la première ministre Madame Wilmès, annonce le lockdown.
et l'arrêt de toute une série d'activités. Et on reçoit comme information qu'à partir du 14 mars, ce n'est plus possible de transférer les patients parce qu'il commence à en avoir déjà un peu partout en Belgique. Et donc que les patients diagnostiqués positifs restent dans les hôpitaux et ne sont plus transférés pour être isolés dans un endroit en particulier. Donc, on reçoit cette info le soir. Le lendemain, on ouvre une première unité Covid, une première unité de soins, dans laquelle n'iront que des patients ou suspects ou positifs. Donc, vous voyez déjà, il faut être réactif. On fait ça en moins de 24 heures. Il faut trouver des gens. Par exemple, il faut un chariot de médicaments adapté. Si c'était dans une unité de chirurgie, il faut changer tout ça, mettre en place tout le système d'évacuation des déchets, puisque potentiellement, ce sont des surfaces et des déchets infectés, le nettoyage, les procédures de ventilation et tout ça. Donc on ouvre la première unité le 15 mars et déjà ce jour-là, nous accueillons en réanimation et nous intubons nos 2 premiers patients Covid. Donc vous voyez qu'entre le moment où on a ouvert, où ça commence, c'est assez rapide la montée en puissance et ça reviendra en tout cas souvent dans mon discours pour les premières et deuxièmes vagues parce que ça a été la montée en puissance a été vraiment un facteur de difficulté parce que le secteur des soignants n'a pas eu beaucoup le temps de réfléchir à comment quoi puisque les patients étaient là, il fallait s'en occuper, les accueillir. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment une vague où on cherche tout. Donc, assez vite, on fait combien de masques FFP2 nous avons. Évidemment, tous les hôpitaux font comme nous, les maisons de repos pareil. Donc, vos fournisseurs actuels, ils vous disent je pourrais vous en fournir dans 6 semaines, mais nous, on en a besoin tout de suite, quoi. Donc, c'est vraiment une vague où on a tous les jours en réunion une feuille A3 comme ça, avec tout ce qu'on a besoin et combien il nous en reste et la projection de quand on n'en aura plus. Et donc, il y a des gens de l'hôpital dont le boulot, ça devient d'essayer de trouver ça. Alors évidemment, le problème des masques est un problème qui a été largement médiatisé. Ça n'a pas été que le problème du Choipi, ça a été aussi le problème du gouvernement. Et donc à un moment, le gouvernement nous annonce des masques et puis il nous livre des masques. Et puis le lendemain, on sait que les masques qu'ils nous ont livrés n'étaient pas conformes. Donc ça, c'était un peu pour vous donner... Nous, évidemment, on les avait distribués, donc il faut tout reprendre. Enfin, c'est avec 2 ans de recul, dit comme ça a l'air... un peu, mais c'est des sources de stress, d'énervement. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse pas. Est-ce qu'on doit rappeler les gens qui les ont portés? Enfin, c'est toutes des questions qui se posent, auxquelles vous n'avez jamais été confrontés, auxquelles il faut trouver une réponse assez vite. À cette première vague, personne ne connaissait cette maladie et on choisit de travailler avec les assistants. Donc les assistants, c'est des jeunes médecins qui ont terminé leurs études de médecine et qui viennent chez nous, dans notre hôpital, pour apprendre leur métier de spécialiste. Et donc, on travaille avec eux parce qu'en fait, ils sont arrivés au mois d'octobre, ils connaissent assez bien l'hôpital et ils sont évidemment fringants, ils ont 25 ans, ils sont hyper motivés à l'idée qu'il y ait une nouvelle maladie, ils ont envie de savoir et ils sont très, très engagés et... tout de suite très réactifs, ils se documentent beaucoup, ils ont des contacts évidemment avec d'autres assistants dans d'autres hôpitaux. Et en fait, toute cette prise en charge, on l'a fait avec eux. Évidemment, on les sort de leur service habituel. Et ça a été vraiment aussi une belle expérience avec cet élan de jeunesse parce qu'évidemment, ils ont une résistance terrible. Donc, on est obligé de leur dire à 22h, il faut que tu rentres parce que sinon, tu vas finir par être crevé. Oui, mais je ne suis pas fatiguée. Oui, mais bon, ça va durer longtemps. Et donc, moi, par exemple, je les accueille quand ils arrivent au Choipi. Et après, ils vont dans leur service avec leur maître de stage. Là, j'avais des réunions avec eux toutes les semaines qui remontaient leurs propres problèmes. On essaie de trouver des solutions. Allez, cette expérience-là était une assez belle expérience, et pour eux et pour nous. C'est d'ailleurs grâce à eux que très vite, on a ouvert une unité Covid de réadaptation, puisqu'en fait, les gens qui restaient longtemps en soins intensifs, après 3 semaines, 4 semaines d'intubation, c'est des gens qui ont besoin d'avoir une réadaptation et un traitement intensif.
Eh bien ça, c'est l'assistante de réadaptation qui était dans le Covid, qui a dit au service de réadaptation, vous savez, il faut qu'on aille dans le Covid parce que les patients, ils ont besoin de nous maintenant. Donc à une des réunions, elle me dit, ce serait bien que les patients puissent, même en étant contagieux, déjà entamer un programme de réadaptation. Un programme de réadaptation, c'est 2 heures par jour avec des paramédicaux, kinés, ergothérapeutes, psychologues ou autres, mais vous devez l'organiser, ça doit être coordonné parce que ces gens sont extrêmement épuisés. Donc parfois, les 2 heures d'activité, c'est une demi-heure, puis 2 heures de pause, puis une demi-heure, parce qu'il faut permettre aux gens de reprendre un rythme, quoi. Et donc, c'est grâce à cette expérience avec la jeunesse et qu'on a été confronté à cette réflexion et que donc on a été les premiers en Belgique, au Choipi, à ouvrir une unité de réadaptation Covid. Donc tout le monde était, les patients étaient contagieux et donc tout le monde était avec masque FFP2, mais les patients bénéficiaient du traitement. Et vous voyez que finalement, on l'a ouvert le 22 avril, ça ne fait que 5 semaines après le début, donc c'est assez rapide, hein. C'est une vague où en fait le personnel, il y avait très très peu de malades, hein, donc tout le monde avait peur et faisait très attention, malgré qu'on manquait de protection et qu'on a voulu laisser les masques FFP2, les protections pour les gens qui travaillaient dans le Covid. C'est une période où il y avait pas du tout d'absentéisme et très peu de malades. On y reviendra parce qu'il y a d'autres vagues où il y a eu un absentéisme vraiment très important. Écoutez, c'est aussi une vague où on a entamé des collaborations avec les collectivités qui nous entourent, hein, dans l'arrondissement de Tournai, il y a 44 maisons de repos. Donc évidemment, si tous les résidents des maisons de repos arrivaient tous à l'hôpital, on aurait été saturés. Donc on a rencontré les maisons de repos, les marronniers, les médecins de centres d'accueil de la Croix-Rouge, des réfugiés, pour un peu d'abord partager avec eux ce qu'on avait déjà comme expérience, des procédures, comment est-ce qu'on s'habille, comment est-ce qu'on se déshabille pour ne pas s'infecter. Donc on a partagé tout ça avec eux pour les aider aussi à pouvoir prendre en charge ce type de patients si une hospitalisation n'était pas nécessaire, mais qu'ils gardaient quand même des patients contagieux. Avec le centre des réfugiés, par exemple, la moyenne d'âge étant de 28 ans, il n'y avait pas vraiment beaucoup de problèmes d'hospitalisation, ils n'étaient pas très malades, mais il y avait un risque de contagion très important. Et donc, on a traduit nos procédures en syrien, douali, on a pris des traducteurs pour les aider justement à communiquer, à expliquer ce que c'était. Puisque eux prenaient la température des personnes qu'ils hébergeaient, mais les gens se demandaient un peu quoi, tout le monde n'avait pas le même niveau d'information. Donc voilà, on a aussi souhaité partager vraiment le plus possible avec notre entourage, puisque quelque part où on ne prenait pas bien en charge les choses, ça finissait quand même à l'hôpital. Donc c'était notre intérêt aussi à ce qu'il y ait une démarche solidaire et coordonnée à l'extérieur. Et donc on a commencé à reprendre les activités à peu près au 11 juin. Donc entre le 14 mars et le 11 juin, tout a été arrêté. Les consultations, les interventions qui n'étaient pas urgentes. Alors évidemment, on a continué la dialyse, le traitement en oncologie, les interventions urgentes oncologiques, mais par exemple, prothèse de hanche, canal carpien, résection de la thyroïde, tout ça a été arrêté. Ça nous était interdit de continuer cette activité. Les consultations aussi, on a simplement organisé pour chaque discipline une consultation d'urgence parce que c'est pas possible pour un patient qui a besoin de prescription d'insuline ou de médicaments de ne pas avoir ses prescriptions et les généralistes étaient fort sollicités. Donc ça, c'est la première vague qui se termine plus ou moins en juin, juste au moment où l'été arrive. Alors, on a eu un été assez paisible. Il faut toutefois savoir qu'au Choipi, depuis 2 ans, ça n'est jamais arrivé qu'il y ait 0 patient Covid à l'hôpital. Donc, il y en a toujours eu au moins 1. Donc, l'hôpital n'a jamais été libéré, je dirais, du Covid depuis 2 ans. Donc, la deuxième vague, elle est survenue en octobre. Et ça a été vraiment une vague explosive. J'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer brièvement. Donc, on a toujours gardé une unité Covid depuis 2 ans. Et le 12 octobre, on doit en ouvrir une deuxième parce qu'il y a des cas qui arrivent. Et là, en très peu de temps, il y a une explosion de cas.
avec un pic à 155. Donc il faut savoir qu'au Choipi, il y a 700 lits environ, mais là-dedans, il y a la maternité, la pédiatrie, la gériatrie, la réadaptation des soins chroniques sur des soins aigus. On tourne entre 300 et 400 lits. Encore, il y a la maternité dedans. Donc c'est vraiment un volume de patients vraiment énorme. On était allé à la première vague à maximum 85, c'est presque le double. Et donc, pour vous donner un exemple, le 27 octobre, c'était un dimanche, nous avons hospitalisé 17 nouveaux patients. 17. Une unité de soins, c'est 30. Hein. Donc, c'est plus que la moitié d'une unité. Et souvent, les gens étaient isolés pour ne pas être dans la chambre de quelqu'un. Donc, c'est énorme. Hein. Et donc, il y a une semaine où on a ouvert 4 unités nouvelles en une semaine. On a dû ouvrir une extension des soins intensifs. À ce moment-là, il n'y avait plus de lockdown, donc on nous enjoignait de restreindre nos activités, mais on ne nous sommait pas de les arrêter. Et donc, on avait quand même déjà connu toute la période de la première vague avec des patients qui avaient reporté des soins. Donc, on a essayé, autant que possible, malgré tout, de maintenir cette activité. Donc, il y a un jour où il y a eu 6 décès la même journée. Ça, par exemple, j'y reviendrai sur les décès. C'est parce que, alors, il y a le personnel des soins intensifs qui est peut-être habitué à être confronté avec des patients qui décèdent. Mais quand vous ouvrez une extension de soins intensifs, c'est quoi? C'est les infirmières de quartier opératoire qui vont, parce que c'est celles qui sont le plus, je dirais, familiarisées avec l'usage des respirateurs. Mais des infirmières de quartier opératoire n'ont pas l'habitude de faire des toilettes mortuaires, d'être confrontées à des décès, de devoir annoncer aux familles. Donc c'est difficile aussi de se retrouver dans une fonction qui n'est pas votre fonction habituelle et d'être confronté à la mort alors que dans votre fonction habituelle, vous n'y êtes pas confronté. D'une certaine manière, c'est aussi un métier d'être confronté et d'être proche de la mort des patients et des autres. Donc il y a eu un jour, c'était le 12 novembre, où il y a eu 6 patients décédés. Et à cette deuxième vague, on a eu quand même beaucoup de collaborateurs qui ont été positifs. Et ça a été quand même souvent difficile de faire coexister une activité Covid. En première vague, en fait, on était concentré sur l'activité Covid par rapport à l'activité non Covid. Mais avec cette unité de soins, d'abord là, les assistants avaient changé. Hein, ils arrivent au mois d'octobre et donc ils ne connaissaient pas du tout l'hôpital. Donc c'est une vague qu'on n'a pas du tout pris en charge avec les assistants. Donc là, en fait, il y avait tellement de patients que tout le monde, c'est ce que j'ai écrit, tout le monde était dans le Covid. Donc chaque unité de Covid, il y avait 3 médecins, 2 seniors et un assistant, mais tout le monde est allé dans le Covid. Donc l'ophtalmo est allé dans le Covid, l'ORL, le gynécologue, tout le monde. Il a fallu mobiliser l'ensemble de la classe médicale parce que les gens qui sont habituellement habilités à soigner ce type de maladie respiratoire, on n'a pas assez de pneumologues pour suivre 155 patients. Hein. Donc ça a été une vague où tout le monde a été mobilisé en masse. C'est aussi une vague où on a eu de nombreux clusters, hein, personnels positifs et des clusters à l'intérieur. Donc ça, c'est une unité autre qu'une unité Covid, où un jour il y a un patient Covid, et puis le lendemain 3, et puis 5. Donc on doit faire des frottis à chaque fois, essayer de trouver qui est le porteur. Et clairement, ça a été une vague où les difficultés sont vraiment liées au volume, quoi, au nombre de patients simultanés à soigner. Nécessitant une mobilisation massive et assez structurée. Et donc dans ces moments-là, on décide qu'on ouvre telle salle et ce sera telle personne qui ira dedans. Il faut être un peu... de toute façon, on est en phase de plan d'urgence hospitalier. Il y a une cellule de commandement qui se met en place. J'y reviendrai sur ma réalité de directeur médical. Et la cellule de commandement décide, et puis après, il n'y a pas de place pour le débat et la discussion, parce que pendant qu'on discute, il y a les patients qui arrivent et il faut déjà préparer une autre salle. Comme si tout ça n'était pas suffisant, le 27 janvier, le Choipi est victime d'une cyberattaque. Hein, donc, tout d'un coup, nos mails sont coupés. Pendant 48 heures, on n'a pas accès aux informations médicales. Donc, c'est quand même... presque la goutte qui fait déborder le vase dans ces situations-là. Alors, vous voyez, ça s'est fini plus ou moins en janvier. On a eu un peu la paix et en plus, on avait plein d'espoir puisqu'en janvier 2021,
c'est quoi? C'est la vaccination qui commence, quoi. Donc c'est tous nos espoirs sur la vaccination. Et en fait, il y a une troisième vague quand même qui survient au mois de mars. Hein, donc ça veut dire que ça fait 1 an que ça dure. C'est quand même un triste anniversaire, puisque ça fait 1 an déjà que nous vivons avec ce virus. Et comme je vous l'ai dit, on a toujours au moins eu un patient hospitalisé positif. Donc à cette période-là, en mars 2021, seuls les patients âgés ou immunodéprimés sont vaccinés. Les plus jeunes n'ont pas encore été appelés pour être vaccinés. Le personnel est vacciné, mais c'est une période où en fait on n'a reçu qu'une première dose. Hein. Et cette vague-là, c'est une vague où on a essentiellement des jeunes patients de moins de 65 ans et très peu sont vaccinés. On a très peu de clusters aussi à cette période-là, puisque notre personnel quand même est vacciné, les patients à risque sont vaccinés, et comme on a tous été plus ou moins vaccinés en janvier-février avec notre première dose, on est tous au moment où on a une immunité assez productive. Hein. Et donc malgré tout, on réouvre quand même un middle care jusqu'à fin avril, parce que les jeunes patients à comorbidité sont des utilisateurs des soins intensifs. Hein. On verra que c'est beaucoup plus que pour l'Omicron. Et donc, si on veut pouvoir continuer les autres activités et continuer à opérer des gens qui ont besoin de surveillance de soins intensifs, on est obligé d'ouvrir ce qu'on appelle un middle care, où il y a une surveillance comme aux soins intensifs, mais on y met des patients qui doivent être surveillés de près, mais qui ne sont pas intubés, pour permettre justement de maintenir les autres activités. Le fait qu'on fait coexister 2 activités provoque parfois des tensions, hein, parce qu'on regarde le lundi qu'est-ce qu'on va opérer et qui aura besoin des lits d'USI, et donc chacun veut un peu se battre quand il n'y a pas assez de lits. Quand il y a 4 opérations qui vont nécessiter un lit d'USI et qu'il n'y a que 2 lits, ben, il faut faire des arbitrages. Évidemment, chaque médecin a envie que ce soit son patient qui en bénéficie. Donc tout ça, ça crée des tensions, hein, qu'il faut pouvoir gérer aussi. Comment ça sera dans une semaine. Mais c'est important de recueillir les craintes des gens et de montrer que de toute façon, on est là et on gérera. Étaient allés à fleur de peau parce qu'ils avaient peur aussi. Hein, on viendra un peu sur le mal-être des soignants, mais c'est important pour nous de montrer qu'on a une position apaisante et qu'on est là, qu'on prend les choses en main et qu'on décidera. Donc on a un rôle, je vous dis, de communicant, aussi de rassurer, d'encourager. Ça, c'est très important de rassurer les gens. Les gens qui sont craintifs resteront craintifs et dans ce genre de situation le sont encore plus. Donc il ne suffit pas de dire c'est bon, ça va aller. Hein. Il faut travailler avec ces gens. Il faut aussi pouvoir les soutenir, les gens, sans les infantiliser. Hein. C'est eux les professionnels. Donc, il ne faut pas les prendre pour des abrutis. Et donc, il faut pouvoir vraiment les soutenir et les aider à s'autonomiser par rapport à leurs craintes et par rapport à ce qu'ils font. On doit s'adapter sans cesse aux mesures des autorités. Hein. Donc, on a eu jusque 3 fois sur une même journée les instructions de Sensano qui changeaient. Donc, on met les masques là, puis là, il faut changer. Enfin, donc ça, on doit s'adapter tout le temps. Alors il faut faire la police, hein, quand il manquait de tout. Il y a des gens qui trouvaient que les masques c'était bien pour eux, même s'ils ne travaillaient pas dans le Covid. Hein. L'humain reste un humain, hein, avec tous ses qualités, mais aussi ses défauts. Donc ce rôle-là, ça revient aussi au directeur d'un peu faire la police et dire ramène un peu les masques que tu as mis dans ton armoire ici parce que toi tu n'en as pas besoin. J'ai dû faire ça aussi. Hein. C'est mettre en place la communication, ça je l'ai dit, entre les patients et les familles, puisqu'ils ne pouvaient plus avoir de visite. Donc on a mis en place des systèmes avec téléphone, un système de carte postale. Vous envoyez une photo, ça arrive sur une imprimante et on la distribue aux patients. C'est se préoccuper aussi de maintenir certaines activités sans céder aux demandes des médecins, parce que j'y viendrai. Les médecins du Choipi sont des indépendants qui sont payés en fonction de leur activité. Donc il y a des médecins, il y a des kinés, des dentistes qui ont vu leur activité arrêtée, qui n'ont pas gagné 1 euro, hein, pendant cette période. Donc évidemment, il y a aussi la tentation et le besoin de gagner sa vie. Donc il faut se préoccuper aussi des patients. C'est pas parce qu'il y a le Covid qu'on doit laisser quelqu'un avec une rage de dents chez lui, quoi. Il faut pouvoir prendre en charge ça.
mais on ne pouvait pas et on ne savait pas faire toute l'activité. C'est aussi continuer les projets en cours. Le choix piste, un hôpital qui a beaucoup de défis, un projet de reconstruction. Donc on ne peut pas dire on arrête et on reverra après. Donc il faut en plus remettre de l'impulsion et de l'essor pour pouvoir continuer les projets, parce que ce qu'on a vu, c'est que ça allait durer. On a aussi intensifié la collaboration avec les médecins généralistes et les partenaires locaux. Donc ça, c'est un peu dans mon rôle de directrice. Donc comme il a été dit, je suis chirurgien et j'ai encore une activité clinique, plus comme quand j'étais chirurgien full-time, mais j'ai toujours une consultation et j'opère encore mes patients. Donc mon activité, je suis proctologue, donc j'ai une activité où il y a très peu d'urgences, très réglée. Et donc mon activité clinique, elle a aussi été arrêtée. Donc de mars jusqu'à j'ai repris mes consultations en juin. Pendant tout ce temps-là, toutes mes consultations étaient annulées. Donc qu'est-ce qu'ils font, les patients? Ils vous cherchent partout, hein. Ils vous trouvent sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Twitter. Et ils vous cherchent, ils vous trouvent et ils vous sollicitent. Qu'est-ce que je dois faire? Ils vous envoient une photo, qu'est-ce que vous feriez? Donc les patients cherchent à rentrer en contact avec leur médecin. Et pour nous, c'est difficile quand même de faire cette médecine par téléphone, de vouloir les aider. Quand on reprend, vous voyez, ça c'est moi, quand j'ai repris, voilà comment j'étais harnachée, quand j'ai repris mon activité, j'avais une visière et un masque. Donc en plus, quand on reprend nos consultations, le contact avec un docteur qui ressemble à ça, on a plutôt l'impression d'aller sur la Lune, donc on doit être protégé. Donc comme médecin, moi j'ai évidemment eu la chance d'être vaccinée très vite, puisque j'ai reçu déjà ma première dose en janvier 2021. J'ai encore aujourd'hui un rôle d'ambassadeur, donc tous les patients que je vois, chaque fois je les interroge à savoir s'ils ont été vaccinés, ceux qui n'ont pas été vaccinés, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Et j'ai un rôle aussi d'ambassadeur, peu importe ma spécialité, d'encourager les patients à se vacciner, à se protéger, et parfois avec les familles aussi. Très sollicité aussi par les patients qui ne comprennent pas les changements permanents des mesures. Donc les gens vous disent ouais, mais je dois mettre un masque, je dois faire cette 3e dose. Même si vous n'êtes pas leur médecin traitant, eux ils ont un contact avec vous, il y a une détresse comme ça, ils se tournent vers vous. Et je me demande vraiment comme médecin, donc moi je serai retraitée en juillet 2035, je me demande si je vais finir ma carrière toujours dans le Covid. C'est une question que je me pose. Peut-être quand même. Donc on m'a demandé aussi finalement d'aborder une partie un peu plus intime. Finalement, moi aussi je suis un être humain, moi aussi je suis une personne. Comment est-ce que j'ai vécu cette pandémie? La première chose que je dois vous dire, c'est que moi j'avais peur d'être malade et d'attraper le Covid. J'ai eu peur, moi, d'être malade. Donc, dès le début, j'ai adopté des mesures vraiment importantes. Je me protégeais très fort. Ceux qui sont arrivés au début ont vu que je portais encore le masque. Je n'ai jamais été positif, malgré que je suis quand même quelqu'un qui baigne dedans depuis 2 ans et vraiment un risque. Donc, je fais très, très attention parce que moi-même aussi, j'ai beau être docteur, j'ai peur d'attraper le Covid et j'ai peur d'être malade. Donc, et on n'est pas plus protégé quand on est soignant que vous. Et donc ça, c'est quand même ma réalité. J'ai arrêté de voir mon père pendant 4 mois parce qu'il était insuffisant respiratoire et j'avais peur de moi-même avoir le Covid et de le contaminer. Donc jusqu'en juin, je n'ai plus vu mon père. Je l'appelais tous les jours. Parfois, j'allais apporter de la nourriture devant chez lui, devant sa porte sans le voir. Donc c'est une épreuve aussi, en tant qu'être humain, on n'est pas plus préparé que n'importe qui à ça. Comme je vous ai dit, j'ai jamais été malade, mais à quel prix aussi j'ai supprimé toutes mes sources de plaisir. Moi, j'adorais voyager, d'aller au restaurant, mais pendant que le lockdown s'est passé, la question ne se posait pas, mais après, est-ce que je vais au théâtre avec masque? Est-ce que je vais dans des grands rassemblements? Toutes ces questions se posent. Et moi-même, je suis une grande fan de la culture. Je vais beaucoup au cinéma, au théâtre. Quelque part, on m'a retiré ça aussi. Et j'ai été privée de cette source qui est une source vraiment de plaisir, mais aussi un peu de stimulation et de plaisir importante pour moi à cause de cette crise du Covid. Donc c'est un besoin depuis 2 ans d'être dans l'action permanente. Donc
Au début, c'est assez gai, cette adrénaline comme ça. Hein. Bon, il y a un problème, ok, on décide, on fait. Et puis en plus, si vous voyez que les actions que vous prenez sont efficaces, vous en retirez une certaine fierté aussi de dire on a bien fait de faire comme ça. Mais c'est un rythme qui ne s'arrête jamais et d'hyper-excitation comme ça. Hein. C'est une gestion de la fatigue et de la résistance. Hein. Il faut aussi pouvoir de temps en temps se poser, prendre du recul. Je vous l'ai dit, j'enseigne à l'université, j'enseigne les relations patient-médecin. Je fais des jeux de rôle avec mes étudiants sur les situations médicales. On a dû passer en distanciel. Allez faire un jeu de rôle d'un médecin qui annonce un diagnostic grave à un enfant de 7 ans en distanciel. J'ai dû aussi m'adapter à ça. Un difficile équilibre quand même, il faut le dire, entre les décisions et les doutes, parce que c'est pas parce que vous êtes dans l'activité permanente et que vous devez prendre des décisions que vous n'avez pas de doute, hein, et que vous ne vous posez pas la question de savoir si la décision que vous prenez, c'est la bonne décision. Donc c'est un difficile équilibre quand même. Pour les fans de Tintin et Milou, là, hein, il y a le Milou en diable et puis il y a le Milou avec ses petites ailes. Et ben, à un certain moment, j'avais l'impression qu'il y en avait deux aussi chez moi, hein, une qui disait on va faire comme ça et l'autre qui disait mais t'es vraiment sûr que c'est la bonne décision, tu ferais pas plutôt comme ça. Donc il faut trouver cet équilibre et c'est aussi parfois éreintant. On est aussi observé en permanence, hein, parce qu'il y a des gens qui ne feraient pas comme vous et donc qui disent ouais, mais, enfin, la directrice médicale, pourquoi elle décide ça, elle fait comme ça. Donc il faut pouvoir vivre avec ça, avec l'idée qu'on est remis en question et qu'on est observé sans devenir parano. Hein, sinon, on ne dort plus et on ne vit plus. C'est pouvoir prendre du recul à certains moments. Et je me suis surprise moi-même de trouver encore de l'adrénaline quand je pensais que j'en avais plus. Hein. Donc le corps humain, il est bien fait. Donc on arrive à l'atterrissage, hein, je vous rassure. Les patients, quand même, il faut en parler. Pendant cette crise, dès qu'ils sont à l'hôpital, ils sont excessivement angoissés. Ils ont peur, hein. Surtout qu'à la première et deuxième vague, il y a une mortalité importante. Quand vous arrivez à l'hôpital, vous ne savez pas si vous allez en sortir 2 jours après avec vaguement mal à la tête ou si vous allez vous retrouver aux soins intensifs sur le ventre. Donc les patients sont très angoissés, très stressés. Ça va mieux après 2 ans, mais en tout cas, les 2-3 premières vagues, les gens étaient vraiment très, très angoissés. La dégradation clinique, parfois en quelques heures, vous voyez le patient le matin, il a de la fièvre, 2 litres d'oxygène, à 11 heures, il est à 6 litres d'oxygène, et à 14 heures, il est intubé à l'usine sur le ventre. Donc ça, pour le personnel soignant, c'est hyper stressant, quoi, de voir des patients qui se dégradent aussi vite, se dire « oh là là ». Les visites sont interdites. Et c'est d'office une surcharge pour le personnel soignant aussi, parce que si la télécommande du patient elle tombe à côté de son lit, il ne dit pas je demanderai à ma femme de la ramasser quand elle viendra dans 2 heures, puisqu'elle ne va pas venir. Donc le personnel, et à chaque fois, doit se déguiser et tout. C'est assez compliqué. Du coup, les interactions sont tout à fait différentes. Donc les médecins, parfois, ils rentrent en équipe pour aller voir les patients, mais pendant le Covid, c'est un médecin qui va voir un patient. Donc la relation entre les soignants est différent, c'est beaucoup plus dans le colloque singulier, tout le monde masqué, hein, j'y viendrai, sourire derrière son masque, c'est pas toujours facile. Hein. Alors les patients ne sont pas toujours soignés par les médecins qu'ils connaissent. Je vous ai expliqué qu'à la deuxième vague, il y avait des ORL, des gynécologues dans les salles Covid, donc c'est pas leur médecin habituel, et ça c'est source parfois aussi de difficultés relationnelles, parce qu'il n'y a pas de confiance, on ne connaît pas le docteur, et les gens connaissent quand ils sont des utilisateurs habituels. Alors c'est difficile aussi pour être patient d'être à la fois malade et d'encore en plus devoir respecter les mesures. Il faut porter le masque, monsieur. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile. Alors ça a été aussi quand même un peu une révolution. C'est que chaque patient qui est hospitalisé a ce qu'on appelle un statut. C'est-à-dire qu'on doit évoquer avec lui ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Est-ce qu'il veut être intubé? Est-ce que qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il est prêt à avoir une trachéo et tout ça? Tout ça est discuté parce qu'il y a des patients qui nous disent « moi je veux pas ça ». Et donc on a pris la discipline d'aborder ça avec chaque patient. Alors globalement les patients sont assez contents parce qu'ils sont assez sereins de savoir qu'on sait ce qu'ils veulent et on va respecter ce qu'ils veulent. C'est très important. Mais il faut savoir qu'il y a certains soignants qui ont du mal avec ça. Hein, il y a des médecins qui font la médecine pour sauver des vies, hein, pas pour être dans l'échec. Donc ça a été quelque chose de vraiment difficile de le mettre en place de manière systématique et pourtant ô combien nécessaire.
Il y a eu des conflits autour de la vaccination. Hein. Je vous ai dit que la 3e vague, c'est la vague des non-vaccinés. Il y a des personnels qui engueulent les patients, quoi, en disant, vous vous rendez compte, monsieur, évidemment, vous avez chopé le Covid, vous n'êtes pas vacciné. Et donc ça, on doit aussi gérer. Hein. On ne peut pas être dans le jugement, même si c'est difficile. Donc il y a eu des conflits autour de la vaccination, des soins reportés. Hein. Et une partie des patients, aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont peur de revenir à l'hôpital et qui continuent à ne pas suivre certains soins. Alors le moral des troupes, vous savez qu'au début on a applaudi les soignants, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein, pour vous dire, lors de la première vague, à Pâques, nos assistants, on a reçu de Léonidas des énormes boîtes de chocolat. Ils ont tous reçu 3 kilos d'œufs de Pâques. Tout ça, c'était la partie sympa, mais ça n'a pas duré. Hein. Les soignants, tous ont été inquiets pour leur propre santé. Hein. Je vous ai expliqué que moi j'avais peur, mais tout le monde a peur. Et ils sont aussi inquiets pour la santé de leur famille. On a des soignants qui ont eux-mêmes des maladies auto-immunes, qui vivent avec des gens qui ont été greffés. Donc il y a aussi leur inquiétude pour leur propre santé et leurs proches. Comme je vous l'ai déjà dit, les décès sont quand même très mal vécus par du personnel qui n'est pas confronté d'habitude au décès des patients. Et une série de gens, de facto, par nécessité, sont arrivés à devoir prendre en charge des patients décédés. Et pour ces soignants-là, c'est difficile. Il ne faut pas croire que parce qu'on est une infirmière, qu'on travaille en consultation d'ophtalmo, c'est d'office automatique et facile de se retrouver dans une unité avec des gens très malades et qui décèdent. Alors parfois même ces gens ont eu peur de mal faire, quoi, en disant oui, mais je suis pas compétente pour ça et si je fais pas ce qu'il faut. Donc ça, c'était aussi un sentiment que le personnel avait. Il faut savoir qu'il y a l'agressivité aussi parfois des familles, des patients qui est mal vécue par les soignants. On a quelques activités qui ont été arrêtées, on a dû mettre les gens au chômage économique. Hein. L'école du dos, par exemple, a été arrêtée. Ces gens-là, on ne sait pas les récupérer pour les mettre ailleurs. Donc, c'est mal vécu aussi par ces soignants-là qui perdent leur job pendant une période, qui ont l'impression d'être inutiles. Alors, le télétravail, il a été mis en place, mais quand on est kiné, dentiste, gastro-entérologue, il n'y a pas de télétravail. Donc, ça a été à l'hôpital vécu comme une injustice pour les soignants, quoi, en disant moi je ne peux pas rester chez moi. Alors tous ceux qui sont en télétravail vous disent que c'était l'enfer aussi à leur maison, mais ça a été vécu comme une injustice, il faut le savoir. Et je vous l'ai déjà dit, l'incompréhension des soignants face à la population quand elle ne respecte pas les règles, en disant enfin nous on est ici crevés, on ne compte pas nos heures et ces gens ne font pas attention, ça infecte les uns les autres et c'est difficile. Bon, je vous l'ai déjà dit, la vaccination était un sujet de clivage. On a noté un absentéisme qui commence seulement depuis un mois à diminuer, mais qui depuis 2 ans n'a fait qu'augmenter. Alors, il y a une série de gens chez nous qui ont perdu leur revenu, hein, certains médecins, des dentistes, des kinés. Donc, évidemment, quand vous perdez vos revenus, c'est un vrai problème aussi, et ça participe à... Ça peut engendrer des difficultés financières et ça participe aussi au mal-être des gens. Et quand même, il y a un épuisement physique et moral qui est là. Donc, je voulais quand même dire un mot sur l'humanité parce que c'est quand même quelque chose probablement qui vous concerne et qui vous importe beaucoup si vous êtes là ce soir, mais c'est aussi quelque chose que nous, on a été bouleversés dans notre rôle et dans notre humanité. Donc c'est toujours le difficile équilibre entre la sécurité et la liberté. Les visites, c'est ça. Hein. Est-ce qu'on autorise les visites au prix de la sécurité ou est-ce qu'on ne les autorise pas? Donc le problème des visites, il faut savoir que depuis 2 ans, tous les lundis, on rediscute de savoir oui ou pas les visites. Est-ce que le frère peut venir voir son petit frère à la maternité Donc c'est clairement au cœur de l'humanité, quoi, parce que beaucoup de gens se sont sentis très seuls. Le stress des familles et parfois leur agressivité qui nous fait nous remettre en question. La détermination du statut du patient, ça évoque aussi quand même un abord et une manière de se rapprocher vers une définition de sa propre humanité. Je vous ai dit, la gestion des décès, c'est pas facile, mais l'annonce aux familles, quand vous téléphonez pour annoncer un décès, ils ne sont pas tous prévus, hein, parfois ça va très vite. C'est quelque chose aussi qui ébranle très fort les gens. C'est difficile de sourire avec un masque, hein, donc du coup les patients ne vivent pas l'interaction de la même manière.
Comme je l'ai déjà dit, des soignants reconvertis, pas toujours formés à ce type de soins, de patients. On a dû repenser aussi toute la communication, comment est-ce qu'on communique avec les familles, avec l'extérieur de notre hôpital. On a dû faire une procédure pour le dépôt des objets personnels, quoi. Hein. Donc vous êtes hospitalisé, vous aimez bien la lecture, vous lisez un bouquin, votre bouquin est fini. Là, vous ne pouvez pas téléphoner en disant à votre femme, apportez-moi un autre bouquin l'après-midi, quoi. Il y a toute une procédure de dépôt et tout ça. Vous voyez que des impacts parfois minimes peuvent vraiment atteindre les gens. Celui qui adore la lecture, ne pas lire pendant 24 heures, c'est pour lui vraiment une perte. Et le vécu des patients aussi, parfois difficile, quand ils sont dans une chambre et qu'un voisin devient positif, quoi, hein. Il y a de l'agressivité, du rejet. La solidarité, ça a été quand même quelque chose aussi que je voulais évoquer avec vous, parce que c'est probablement ce qui nous a aussi aidé à tenir. C'est quand même une qualité, un engagement de notre nursing, parce qu'il faut savoir que le Covid, le diagnostic est assez facile, hein. Frottis, scanner. Par contre, 80% du boulot, c'est du boulot infirmier, c'est du suivi de patient, d'aller voir comment il va. Et donc, ça a été extrêmement lourd, plus pour le personnel infirmier que pour le personnel médical. Et je dois dire que j'ai été impressionnée par la qualité de l'engagement de notre département infirmier dans cette crise. Hein, à un moment, tout le monde a dû être solidaire, puisque je vous l'ai dit, dans la deuxième vague, on était tous dans le Covid. On a mis en place un soutien psychologique dès la première vague pour nos travailleurs aussi. Hein, avec des groupes de parole, du mindfulness, des cafés éthiques aussi qu'on essaye de faire entre les vagues pour que les gens puissent sortir, exprimer leur mal-être, parler entre eux et se réunir aussi autour de la souffrance qu'ils ont vécue et de ce qu'ils ont mis en place pour que ça soit un peu moins difficile. Hein. L'être humain est bien fait, hein, on apprend tout. Hein, on a eu un soutien de service support très réactif, hein, la première vague. Voilà que c'est le week-end de la fête des mères. On dit c'est pas possible, il n'y a pas de visite, il faut faire quelque chose. En 24 heures, on avait des tablettes dans toutes les unités pour pouvoir communiquer entre les familles. Donc on a eu quand même un soutien et c'est très précieux. Il n'y a pas que les soignants. Et on a dû mettre en période d'absentéisme un plan d'entraide qui est prête à être appelée et revenir travailler ce soir, faire la nuit s'il y a des gens malades, parce que sinon, alors on devait mettre en péril la sécurité des patients. Donc on a mis ce plan d'entraide et on a souvent activé. Et on a eu beaucoup d'encouragement, on s'est beaucoup encouragé, on a reçu beaucoup d'encouragement. Donc juste avant de conclure et de passer au monde de la culture, je voulais quand même moi-même donner mon regard aussi un peu sur le monde de la culture et nous les soignants. Ça a déjà été dit, mais je pense qu'on est vraiment deux mondes qui ont été très très ébranlés, même si c'est de manière différente par la crise. C'est finalement, il y a beaucoup de similitudes, parce qu'en fait, tant dans le monde de la culture que dans le monde du soin, on est deux mondes très engagés, avec des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent pas leurs efforts, qui ne comptent pas les difficultés. Nous, c'est pour aider les patients et les soigner. Eux, c'est pour nous produire un concert, un film, une pièce de théâtre, une performance artistique, un ballet. Et donc, pour pouvoir produire ça, il faut aussi être très engagé. Je pense qu'on a une démarche et un engagement qui est assez similaire. C'est deux mondes dont l'altruisme est au centre de l'action, parce que quand on est un artiste, on fait ça pour un public. Quand on écrit un bouquin, on a envie qu'il soit lu. Et donc, nous, quand on soigne les gens, c'est pour les rendre mieux, pour qu'ils n'aient plus mal. Donc, c'est un monde où on trouve quand même une place assez centrale dans l'altruisme. C'est vraiment au centre de notre action. C'est deux mondes capables d'amener de la joie et de l'espoir aux autres, hein, parce que, voilà, je vous parlais que de moi, qui suis une grande consommatrice de culture. Il y a des pièces de théâtre, ils sont capables de me faire rire en 10 minutes alors que j'arrive avec vraiment une journée difficile. Donc on est capable, nous, les soignants et le monde de la culture, d'amener de la joie et de l'espoir. Et évidemment, dans une crise comme celle-là, c'est capital. C'est quand même deux mondes où le talent ne suffit pas. Sans travail, on travaille beaucoup et donc il ne faut pas avoir peur de se relever les manches. C'est deux mondes où il y a une place capitale pour l'autodiscipline. Hein. Il faut pouvoir réussir, même si on n'arrive pas du premier coup, à insister et à être opiniâtre. Il faut savoir que quand même les soignants se réfugient souvent dans la culture,
pour se changer les idées après la dureté de la réalité qu'on vit au quotidien. Mais aussi parfois en quête de sens, ça nous aide aussi. Et il ne faut pas croire que ce qui nous aide, c'est de regarder des séries qui ont trait à l'hôpital et à la santé. C'est justement de partir dans d'autres univers, et ça nous aide beaucoup. Et donc, vous savez que le gouvernement a décidé que le monde de la culture n'était pas essentiel pendant cette crise. Et pourtant, il est tellement essentiel au monde de la santé, qui lui était un monde essentiel. Donc, évidemment, il nous était essentiel aussi, et c'est quand même une idiotie d'avoir décidé que ce monde était non essentiel. Alors, l'avenir, c'est ma dernière dia, hein, puis il y a une conclusion. En fait, cette crise, elle nous oblige à l'humilité, et elle nous a montré toute notre fragilité et toute notre vulnérabilité en tant que personne, mais en tant qu'être humain, en tant que planète même. Et cette crise, elle nous oblige vraiment à l'humilité. Personne ne sait ce qu'elle sera dans 2 mois. Est-ce qu'on sera dans une 6e vague, ou est-ce qu'on sera vraiment presque à oublier le Covid? Je pense qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est vraiment la résilience, hein, dans l'histoire de notre civilisation. La résilience, l'adaptation des civilisations a quand même toujours sauvé l'humanité, et je compte vraiment beaucoup sur la résilience. C'est donc, à titre individuel, notre capacité à nous construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Les cas de résilience individuelle, ils ont été vraiment très très bien décrits chez les enfants cachés lors de la Deuxième Guerre mondiale, hein, d'enfants qui ont vécu des traumatismes horribles et qui malgré tout ont été capables de résilience. Évidemment, à l'échelle d'un groupe, c'est important aussi qu'une population soit résiliente. C'est une faculté finalement de rebondir de tous ces traumatismes, même encore plus haut que le bon précédent. Je pense que les secteurs de la santé, les secteurs de la culture sont 2 secteurs résilients. Et je reviens quand même souvent, je dis ça aux jeunes, aux assistants, never give up, hein, un peu à l'anglaise comme ça, n'abandonne jamais. Je pense que c'est une de mes maximes, et c'est important. Et donc je conclurai en vous disant que je pense vraiment que cette crise nous a jeté en pleine face notre fragilité et notre interdépendance à l'échelle de la planète, parce que si tous les Tornésiens sont vaccinés, mais que le reste du monde ne l'est pas, ce ne sera pas très efficace. On compte sur la résilience pour nous ouvrir la voie de la sortie. Ça ne sera possible, en fait, je pense, qu'au travers d'une solidarité renforcée entre tous, mais aussi à l'échelle de la planète. Et la guerre qu'on connaît depuis 2 semaines vient encore plus renforcer ce besoin de solidarité et d'avoir une vision, une réflexion de partage pour tous. Voilà, je vous ai pris beaucoup de temps, je sais. Pourtant, j'ai essayé de faire... je vous remercie, et je répondrai aussi aux questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur, pour ce témoignage vraiment très, très sincère, très, très, très profond aussi. Et aussi toute l'équipe qui est derrière vous, tout cet univers là-bas qui est entre 4 murs, si je puis dire, et qui est derrière vous.